Depuis près d'un siècle, le dollar américain règne en maître sur l'économie mondiale. Cette position dominante confère aux États-Unis un immense pouvoir politique et économique que l'on désigne souvent par l'expression le privilège exorbitant. En clair, Washington peut se permettre d'importer massivement des biens et des services sans réelle contrepartie, puisqu'il lui suffit d'imprimer des dollars. Pendant que les travailleurs du reste du monde s'épuisent à produire, les États-Unis, eux, achètent à crédit. Et là où n'importe quel autre pays sombrerait dans une inflation galopante, les États-Unis y échappent largement. Pourquoi ? Parce que la planète entière réclame des dollars. C'est ce privilège unique, cette anomalie du système monétaire mondial qui a enrichi les élites économiques américaines. Mais depuis le début du XXIe siècle, ce privilège est de plus en plus détourné. Washington l'utilise comme une arme. Le dollar est devenu un outil de guerre économique. Les États-Unis imposent aujourd'hui des sanctions unilatérales à un tiers des pays de la planète, touchant au passage 60% des nations à faible revenu. C'est une guerre économique déguisée, et elle ne repose sur aucun mandat de l'ONU. Ces sanctions violent le droit international car elles ne sont pas approuvées par les Nations Unies. Pourtant, les États-Unis s'en servent pour exclure certains pays du système financier mondial, un système largement dominé par Washington. Face à cela, une résistance s'organise. Partout sur la planète, un mouvement de fond émerge, la dédollarisation. Des pays cherchent désormais des alternatives au dollar. Et ce sont principalement les nations du Sud global, souvent anciennes colonies des puissances occidentales, qui prennent la tête de ce mouvement. Elles se regroupent au sein de nouvelles alliances, la plus connue étant les BRICS, un groupe fondé par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ensemble, ces pays s'efforcent de sortir de la dépendance au dollar. Ils commercent de plus en plus entre eux en utilisant leur monnaie nationale. Et certains vont plus loin. Ils évoquent l'idée de créer une nouvelle monnaie de réserve mondiale pour remplacer le dollar. Une ambition complexe qui demandera des années à se concrétiser. Mais partout, les discussions s'intensifient. Parmi les pays les plus actifs dans ce mouvement de dédollarisation, un nom revient souvent, l'Iran. Téhéran vend de plus en plus de pétrole et de gaz, mais pas en dollars. Ces ventes s'effectuent désormais dans d'autres devises, en particulier en renminbi, la monnaie chinoise, aussi appelée yuan. Et cette stratégie inquiète profondément les États-Unis, qui cherchent à tout prix à préserver la domination mondiale du dollar. Depuis des décennies, Washington tente d'imposer une règle implicite. Les principaux exportateurs de pétrole doivent vendre leur or noir exclusivement en dollars. Cette règle non écrite s'applique surtout aux monarchies du Golfe Persique comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis. Ces pays, grands producteurs de pétrole et de gaz, génèrent ainsi d'énormes revenus en dollars. Pourquoi ? Parce que dans les années 1970, les États-Unis ont imposé un système basé sur le pétrodollar. Toute vente de pétrole devait se faire dans la monnaie américaine. Cela permettait de maintenir artificiellement la demande mondiale pour le dollar. Mais ces dernières années, les monarchies du Golfe se rapprochent de plus en plus de la Chine, leur principal partenaire commercial. Et même l'Arabie Saoudite envisage désormais de vendre son pétrole en yuan. Même ces alliés historiques des États-Unis comprennent désormais que le dollar est devenu un instrument politique. Ils craignent d'être les prochains à subir des sanctions car jusqu'à récemment, seuls les pays déjà visés par des interventions ou des tentatives de changement de régime osaient contester la suprématie du billet vert. Le peuple iranien, lui, endure des sanctions illégales depuis la révolution de 1979. Un sort comparable à celui de Cuba. Depuis 1959, l'île subit un embargo américain qui viole le droit international. Chaque année, à l'Assemblée générale des Nations unies, une écrasante majorité, 98% des États membres, votent contre ce blocus. Pourtant, il persiste. Sous la pression de Washington, ces mesures relèvent d'une guerre hybride. Guerre politique, économique, technologique et informationnelle. Sous la présidence de Donald Trump, elles ont même débouché sur des frappes conventionnelles. Les États-Unis et Israël ont bombardé le territoire iranien, bafouant sa souveraineté. Mais cette hostilité ne date pas d'hier. Elle transcende les alternances entre républicains et démocrates. Voilà pourquoi Téhéran, confronté à cette pression permanente, cherche par tous les moyens à contourner le système financier dominé par les États-Unis. Et, ce faisant, alimente la dynamique globale de dédollarisation. Cette confrontation remonte à bien avant la révolution iranienne. En 1953, la CIA orchestre un coup d'État en Iran. Objectif, renverser le premier ministre démocratiquement élu, Mohammad Mossadegh. Pourquoi ?
Parce que Mossadegh, nationaliste de gauche, avait osé nationaliser les ressources pétrolières du pays. Il avait expulsé les compagnies pétrolières américaines et britanniques, affirmant que le pétrole d'Iran appartenait au peuple iranien. Sa volonté d'utiliser ces richesses pour développer le pays a profondément dérangé les grandes firmes pétrolières occidentales et les politiciens américains financés par ces mêmes groupes. Résultat, Mossadegh est renversé et les États-Unis installent au pouvoir le Shah, un roi autoritaire, qui régnera d'une main de fer jusqu'à la révolution de 1979. Ce précédent montre à quel point le pétrole a toujours été un levier politique. On ne peut pas comprendre le marché mondial du pétrole sans y intégrer la géopolitique. Et depuis la révolution, l'Iran a bien compris cette réalité. Téhéran a décidé de faire du pétrole une arme diplomatique pour affronter les États-Unis. L'Iran n'est pas un petit acteur. Avec plus de 90 millions d'habitants, c'est l'un des plus grands producteurs mondiaux de pétrole et de gaz naturel. Et depuis des années, son gouvernement utilise cette position stratégique pour faire avancer la dédollarisation et contester non seulement l'hégémonie du dollar, mais aussi la domination politique des États-Unis. Le défunt président iranien Ebrahim Raïssi l'a exprimé sans détour. Il appelait les pays du Sud global à commercer dans leur propre monnaie, et non en dollars. Selon lui, l'hégémonie du monde occidental découle de celle du dollar. Pour établir un nouvel ordre économique mondial, il faut se débarrasser de cet instrument de domination. En 2024, l'Iran est devenu officiellement membre à part entière des BRICS, et le guide suprême, Ali Khamenei, a affirmé que les BRICS devaient devenir une plateforme pour la dédollarisation mondiale. Il a dénoncé la dépendance excessive des pays du Sud au dollar américain qui ne fait que renforcer la suprématie de Washington. Il a déclaré, je cite, « Le but est que les membres des BRICS éliminent le dollar américain de leurs échanges commerciaux autant que possible. Ce serait une tâche immense et capitale. » Le gouvernement iranien s'est même dit favorable à la création d'une monnaie commune aux BRICS, destinée à réguler les déséquilibres commerciaux à l'échelle mondiale. Alors certes, ce projet est encore à l'état de discussion. Il est complexe, ambitieux, et rien n'a encore été concrètement lancé. Mais à court terme, l'Iran et d'autres pays membres des BRICS ont déjà commencé à dédollariser leurs échanges. Ils utilisent leur monnaie nationale pour leurs relations bilatérales. Par exemple, l'Iran et la Russie ont quasiment éliminé le dollar de leurs échanges commerciaux. Et avec l'Inde, les discussions avancent également. L'Iran vend du pétrole et du gaz à l'Inde qui paie en rial iranien et en roupies indiennes. En retour, l'Inde exporte des produits agricoles vers l'Iran. Il s'agit en fait d'un troc modernisé, du pétrole iranien contre de la nourriture indienne, le tout sans passer par le dollar. Mais surtout, le principal partenaire commercial de l'Iran, c'est la Chine. Première puissance manufacturière mondiale, premier importateur de pétrole, forte de ses 1,4 milliard d'habitants, la Chine a besoin d'énormément d'énergie. Elle est devenue le premier acheteur du pétrole iranien, et elle le paie en yuan. Ce système permet à l'Iran et à la Chine de contourner les sanctions occidentales, imposées de manière unilatérale par les États-Unis, et parfois par leurs alliés. Ces sanctions, rappelons-le, violent le droit international puisqu'elles n'ont pas été approuvées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourtant, elles ont causé des ravages dans l'économie iranienne. Face à cela, Téhéran cherche en permanence des solutions pour éviter le système financier dominé par Washington. Et plus les pressions américaines augmentent, plus l'Iran est incité à trouver des alternatives au dollar. Ce qui renforce encore sa volonté de soutenir le mouvement mondial de dédollarisation. Car il faut bien le comprendre, l'Iran n'est pas un acteur secondaire dans le marché de l'énergie. Il est à égalité avec l'Irak et la Chine comme 5e producteur mondial de pétrole et il occupe la 3e place pour le gaz naturel. Et ce qui inquiète vraiment les États-Unis, ce n'est pas seulement l'attitude de l'Iran, mais la possibilité que d'autres pays du Golfe lui emboîtent le pas, en vendant leur pétrole et leur gaz dans d'autres monnaies que le dollar. Et en réalité, cela se produit déjà. Les Émirats arabes unis, par exemple, vendent du gaz naturel liquéfié, du GNL, à la Chine, en yuan, pas en dollars. Même l'Arabie saoudite, l'un des plus gros producteurs de pétrole au monde, discute désormais avec Pékin pour vendre son pétrole dans la monnaie chinoise. Ce serait un coup dur, peut-être fatal, au système du pétrodollar. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Pour comprendre, il faut revenir à un moment clé, août 1971. Cette année-là, le président américain Richard Nixon met fin à la convertibilité du dollar en or. Depuis les accords de Bretton Woods de 1944, le dollar était lié à l'or à un taux fixe de 35 $ pour une once.
Cette garantie disparaît. À partir de ce moment, le dollar devient une monnaie flottante. Sa valeur varie librement sur les marchés d'échange. Mais dans les années 70, les États-Unis connaissent une forte inflation. Le choc pétrolier de 1973 aggrave la situation. Les prix du pétrole explosent. En 1974, l'inflation atteint 11% aux États-Unis, un record. En 1973, l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, décrète un embargo pétrolier contre les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Pourquoi ? Parce que ces pays soutiennent Israël, qui occupe illégalement des territoires palestiniens, égyptiens, syriens et jordaniens. C'était une époque de lutte de libération nationale à travers le monde, une période révolutionnaire où le Sud global s'organisait. Et grâce à leur poids dans le marché pétrolier mondial, les pays de l'OPEP ont utilisé le pétrole comme arme géopolitique. Résultat, le prix du baril double immédiatement, puis est multiplié par 5 entre 1973 et 1981. Ce choc provoque une véritable crise économique dans les pays occidentaux. Et 1 an et demi après cet embargo, le principal artisan de cette initiative est assassiné, le roi Faisal d'Arabie Saoudite. Pro-palestinien convaincu, il était révolté par l'occupation israélienne des territoires arabes. En tant que roi du pays leader de facto de l'OPEP, c'est lui qui avait conduit cet embargo. Mais son assassinat, aussi choquant soit-il, ne fait que souligner une chose. L'embargo de l'OPEP a été un électrochoc pour les puissances occidentales. Il a montré que le Sud global, qui détient la majeure partie des ressources pétrolières, pouvait s'unir et infliger de sérieux dégâts aux économies du Nord. En 1974, 1 an après l'embargo de l'OPEP, l'administration Nixon réagit en élaborant une stratégie, créer le système du pétrodollar. Pour cela, Nixon envoie son secrétaire au Trésor, William Simon, en Arabie Saoudite, avec une mission claire, repartir avec un accord. L'objectif était simple, comme le résume Bloomberg, neutraliser le pétrole brut en tant qu'arme économique et convaincre un royaume hostile, l'Arabie Saoudite, de financer le déficit croissant des États-Unis grâce à sa richesse pétrolière en dollars. Cette stratégie n'est pas uniquement l'œuvre de Nixon, mais aussi de son influent secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale, Henry Kissinger. C'est donc Simon, un vétéran de Wall Street, passé par la banque d'investissement Salomon Brothers, qui négocie à Jeddah en 1974 un accord décisif avec les Saoudiens. Il connaissait parfaitement les marchés de la dette américaine et savait comment convaincre Riyad, placer ses pétrodollars dans les bons du Trésor américain. Autrement dit, prêter son argent à Washington. L'accord, dans sa structure, était d'une simplicité redoutable. Les États-Unis s'engageaient à acheter du pétrole à l'Arabie Saoudite et en échange, ils lui fournissaient de l'aide militaire et des équipements. De leur côté, les Saoudiens acceptaient de réinvestir des milliards de leurs revenus pétroliers, leurs pétrodollars, dans la dette américaine, finançant ainsi les dépenses de Washington. Cette logique a été magistralement décrite par l'économiste Michael Hudson dans son ouvrage Super Imperialism, The Economic Strategy of American Empire. Il y explique comment, après les guerres de Corée et du Vietnam, les États-Unis ont commencé à accumuler un déficit croissant de leur balance des paiements. Pourquoi ? Parce que leur empire coûtait cher. Ils importaient toujours plus, exportaient de moins en moins et maintenaient des bases militaires aux 4 coins du globe. Après la fin de l'étalon or, Nixon avait donc besoin d'un autre moyen de maintenir la demande mondiale pour le dollar. Et ce moyen, c'était le Golfe Persique. Il a forcé les monarchies de la région, notamment l'Arabie Saoudite, puis les Émirats, le Qatar et d'autres, à vendre leur pétrole exclusivement en dollars. Ce système contraint tous les pays importateurs de pétrole à se procurer des dollars, renforçant la domination de la monnaie américaine. Ce système du pétrodollar a permis aux États-Unis d'accumuler, année après année, des déficits colossaux dans leur balance courante, c'est-à-dire dans leurs échanges commerciaux avec le reste du monde. Or, dans un pays classique, cela provoquerait une crise monétaire. La monnaie s'effondrerait face au dollar et l'inflation deviendrait incontrôlable. Mais pas aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que le dollar est la monnaie de réserve mondiale. Tous les pays en ont besoin pour importer non seulement du pétrole et du gaz, mais aussi une multitude d'autres matières premières et produits essentiels. Et ce n'est pas tout. Les pays qui, à l'inverse, affichent des excédents commerciaux, ceux qui exportent plus qu'ils n'importent, réinvestissent leurs excédents en dollars dans la dette américaine. Bons du trésor, actifs financiers, obligations, tout cela soutient encore davantage l'économie des États-Unis. C'est là tout le cœur du fameux privilège exorbitant.
le pouvoir d'imprimer une monnaie que le monde entier est obligé d'utiliser, et même de recycler dans l'économie américaine. Et c'est précisément pour cela que l'Iran inquiète Washington, car l'Iran, mais aussi les Émirats arabes unis, vendent déjà leur pétrole et leur gaz à la Chine en yuan. Et ce n'est pas tout. Ce qui alarme véritablement les États-Unis, c'est la perspective que l'Arabie saoudite elle-même suive cette voie. Car Riyad reste un acteur clé sur le marché pétrolier mondial. C'est ce qu'on appelle un producteur pivot, capable d'augmenter ou de réduire sa production pour influencer les prix mondiaux. Son entreprise publique, Saudi Aramco, est un instrument politique au service de ses ambitions. Et l'Arabie saoudite joue toujours un rôle central au sein de l'OPEP. C'est pourquoi les États-Unis redoutent un basculement. Si Riyad se détourne du dollar, ne serait-ce que partiellement, cela affaiblirait durablement le système du pétrodollar, et donc l'architecture financière qui soutient la puissance américaine. En 2023, le Wall Street Journal révèle les exigences posées par l'administration Biden à l'Arabie saoudite dans le cadre d'un projet d'accord avec Israël. Washington faisait pression sur Riyad pour qu'il reconnaisse officiellement Israël et qu'il tourne le dos à la cause palestinienne. Mais les conditions allaient bien plus loin. Le journal expliquait que les États-Unis posaient deux exigences majeures. Premièrement, que l'Arabie saoudite rompe ses liens économiques et militaires étroits avec la Chine. Deuxièmement, qu'elle s'engage à vendre son pétrole exclusivement en dollars et non en yuan. Le Wall Street Journal écrivait, je cite, « L'administration Biden cherche à obtenir des garanties de la part de l'Arabie saoudite selon lesquelles elle prendra ses distances avec la Chine sur les plans économiques et militaires. » Et le journal poursuivait, les négociateurs américains pourraient exiger que Riyad empêche la Chine d'installer des bases militaires sur son territoire, limite l'utilisation des technologies développées par le groupe chinois Huawei et fournissent des assurances selon lesquelles le pétrole saoudien sera vendu en dollars américains et non en monnaie chinoise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la guerre menée par les États-Unis contre l'Iran est aussi un message adressé aux autres pays de la région, un avertissement. Washington dit, en substance, si vous agissez de manière trop indépendante comme l'Iran, si vous vous rapprochez trop de la Chine ou de la Russie, si vous vendez votre pétrole dans une autre monnaie que le dollar, vous en paierez le prix. Les sanctions, les menaces, les interventions militaires sont là pour dissuader l'Arabie saoudite, les Émirats ou encore le Qatar, tous historiquement proches de Washington, de suivre la même voie que l'Iran. Avant 1979, l'Iran lui aussi était un fidèle allié des États-Unis sous le règne du Shah. Mais depuis la Révolution, Téhéran défie ouvertement l'ordre américain. C'est l'une des raisons pour lesquelles Washington cherche depuis si longtemps à provoquer un changement de régime à Téhéran. Donald Trump l'a lui-même reconnu. L'objectif est de renverser le gouvernement révolutionnaire iranien. Mais ce projet n'est pas propre à Trump, il est bipartisan, il est ancien, et il repose entre autres sur un enjeu central, la remise en cause par l'Iran de l'ordre financier mondial dominé par les États-Unis. Au cœur de cet ordre, le dollar, cette monnaie qui permet aux élites capitalistes américaines de s'enrichir sans limite, et qu'elles veulent à tout prix protéger. Ce n'est évidemment pas la seule raison de l'hostilité américaine envers l'Iran. Il y en a d'autres, plus complexes, plus historiques, mais celle-ci est capitale. Téhéran conteste la domination du dollar, et avec lui, tout l'édifice impérial qui repose dessus. Alors que le monde bascule peu à peu vers un nouvel ordre économique, l'Iran joue un rôle de catalyseur, en défiant frontalement la domination du dollar américain. Ce bras de fer monétaire est bien plus qu'une affaire de devises. C'est une bataille pour l'indépendance, la souveraineté et l'avenir du système international. Et la question désormais est simple. D'autres nations oseront-elles suivre le même chemin ? Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre les enjeux géopolitiques derrière la monnaie américaine, alors pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Vous êtes sur Sismo Politique et ici, on décrypte le pouvoir derrière les apparences.